Culture Soccer. Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue à Culture Soccer à l'érable. Avec vous aujourd'hui, Daniel Cameron. J'ai à ma compagnie mon fidèle comparse Alex Rupert. Comment ça va aujourd'hui? De très bonne humeur et ça va très bien. Et toi? Ça va, merci. Petite dédicace à Hadi qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. On va lui envoyer des fleurs. Non? Aujourd'hui, on a une invitée de marque qu'on a eu l'honneur d'accueillir il y a quelques mois. Et j'ai nommé Audrey Magny. Comment ça va, Audrey? Salut, ça va bien et vous deux? On est Ça va, très merci. content de t'avoir parmi nous. C'est un bonheur partagé, Alex. Thank you, thank you. Ça va être une bonne émission ce soir. Yeah. Donc, aujourd'hui, comme les dernières semaines, on a parlé beaucoup des équipes nationales, autant masculines que féminines. Bon, on avait quasiment oublié qu'il y avait une ligue au Canada. Petit retour sur la CanPL. Là, on a de la chance. En ce moment même, on a toutes les équipes à égalité de match, mais ce ne sera pas le cas à la fin de notre épisode. Donc, toutes les équipes ont 17 matchs joués en ce moment. Donc, on est un peu plus que la mi-saison. On va faire un petit récapitulatif sur comme un genre de mi-saison là, de la CanPL, revenir sur les performances de chaque équipe. On en a parlé à travers la saison, mais là, on va faire un bilan. Avant tout, avant d'attaquer le bilan, je voulais revenir un peu sur les derniers transferts qu'il y a eu. À commencer par aujourd'hui, il y a eu Emery Welshman qui est revenu à Forge. Pour ceux qui se rappellent, ceux qui suivaient déjà la CanPL en 2019, Emery Welshman avait été prêté par Cincinnati à Forge. Il avait été auteur de belles prestations, tellement belles que après la Gold Cup, il n'est jamais revenu. Donc, Cincinnati l'a rappelé, a résilié son contrat, puis il a signé dans un club israélien. C'est là que ça a été un peu le début de la fin. Il avait dit quand il avait quitté qu'il allait revenir. Puis finalement, il est revenu plus tôt que prévu. Sinon, il y a eu Isaac Boehmer qui a été prêté par les Whitecaps à leurs voisins de Pacific FC à cause de l'absence de Nolan Worth, qu'on ne sait pas s'il est toujours vivant ou il est blessé ou il a pris sa retraite. Également, il y a eu un attaquant cubain qui a signé à Halifax. Donc, les clubs, malheureusement, on n'a pas trop d'informations sur la période des transferts dans la Ligue, mais les clubs se renforcent les dernières semaines là, pour la dernière ligne droite. Donc, espérons que ça mettra un peu de piquant. Et le moment tant attendu, donc, on va attaquer le classement, puis on va le faire du bas vers le haut. On va garder le meilleur pour la fin. Donc, à la 8e position, on a l'Atlético Ottawa. Donc, pourrais-tu nous faire un petit topo, Audrey, sur l'Atlético Ottawa jusqu'à maintenant? C'est ça, c'est moi la chanceuse, hein? Ben, tu as eu l'occasion d'aller les voir une couple de fois, là. J'ai eu la chance, en effet, d'aller les voir à 5 reprises parce que je suis allée prendre des photos au match. Malheureusement, à cause de ce début de saison qui a été la bulle, puis le reste de la saison qui essaie d'être un calendrier qui les aide peut-être pour le voyagement et tout, ben, je me suis retrouvée à aller voir 3 fois contre Halifax puis 2 fois contre York. Fait que c'était pas super... il n'y avait pas beaucoup de changements, disons. Mais écoute, je suis triste pour l'Atlético parce que je pense pas que les résultats représentent nécessairement les performances qu'ils sont capables d'offrir. C'est ingrat le foot, hein? Et, un match, ça change vite, puis
Tu peux rater 2-3 occasions, prendre un but, perdre 1-0. C'est un peu l'histoire de l'Atlético présentement. Je crois qu'ils ont encore besoin de trouver leur rythme. Peut-être qu'il manque une petite étincelle, mais c'est une équipe à qui on ne donne pas beaucoup d'attention et pourtant qui a vraiment de bons joueurs et de belles surprises. Mais bon, ils sont 8e, puis à part s'ils gagnent tous leurs matchs d'ici la fin de la saison, puis qu'ils sont capables de faire quelque chose d'incroyable, ben, je ne crois pas qu'ils vont faire les séries, mais je leur souhaiterais. Et par contre, il faut souligner qu'à domicile, ils ont fait à part la défaite, le seul match qu'il fallait gagner, malheureusement, ils ont perdu contre Valor à domicile en championnat canadien. Sinon, Ouais. à ma connaissance, ils n'ont pas encore perdu. Mais là, ils ont perdu leurs 2 derniers, dans le fond. Ils ont perdu contre Forge mercredi dernier 1-0. Puis ils ont perdu contre Halifax 2-1. Oui, effectivement, oui. Ça. Oui, c'est vrai, leurs 2 derniers matchs à domicile, ils ont. Mais avant ça, ils étaient intraitables. De toute façon, on s'entend que Atlético Ottawa, de la manière dont l'équipe a été un peu organisée, le recrutement, ça avait un peu l'air d'être du patchage. Là. Je ne sais pas, Alex, qu'est-ce que tu en penses là? C'est en plusieurs temps. Premièrement, je suis très surpris de leur saison parce que j'avais trouvé qu'au Island Game, ils jouaient du beau football, puis ils avaient de l'air d'avoir une identité, puis même si c'était un peu de patchage, comme on disait, mais tu voyais que, en tout cas, le coach était convaincant quand il disait, ben nous, on a une identité, puis on veut jouer comme l'Atlético Madrid. C'est sûr qu'on ne parle pas de la même qualité, mais on parle de l'esprit, de la direction où est-ce qu'on s'en va. Puis je trouve que c'est un pas en arrière en 2021. Il y a un énorme manque de constance. Un peu surprenant que tu sais que c'est un club espagnol, puis tu te dis, bon, ils ont des contacts, ils vont aller chercher des joueurs internationaux pour pousser nos jeunes Canadiens. Et c'est pas tout à fait ça qui se passe. Tu as beaucoup de joueurs qui te laissent sur ton appétit. Et oui, on peut être sévère avec eux, mais en même temps, c'est un club d'expansion. Oui, ils appartiennent à l'Atlético Madrid, mais c'est pas vraiment Madrid qui gère le club. Puis, ce qui est bien pour les partisans, c'est la première fois qu'ils ont un club CPL dans leur ville. Fait qu'ils sont comme sur le high de faire partie de la ligue. Fait que c'est comme ça a l'air d'être le party là-bas, mais je pense pas ils pourront se sauver avec ce genre de performance 2 ou 3 saisons de suite. Je pense que ça va commencer à faire mal. Fait que c'est correct cette année, c'est un club d'expansion, puis c'est le party, puis c'est le fun, mais il va falloir trouver des solutions l'année prochaine. Et Audrey, ce serait qui ta découverte et ta déception chez l'Atlético Ottawa? Déception, c'est plate, hein, de dire une déception. Déception, ça peut être même un joueur que tu ne connaissais pas, mais que, on va dire, par exemple, les joueurs prêtés par l'Atlético Madrid. Non, mais je suis. OK. Écoute, dans mes surprises, j'aime bien Alberto Soto, que je trouve qu'il amène quand même une énergie au milieu de terrain. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de lui? Peut-être, mais il se retrouve dans des situations où il n'est peut-être pas toujours très bien entouré. Puis c'est difficile d'amener le jeu que tu veux quand tu n'as pas les ressources autour de toi. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. J'aime beaucoup Zach Verhoeven, qui est il joue comme latéral droit. Puis tu vois, ce qui est drôle, c'est que les premiers matchs où je suis allée, il jouait très peu. Puis là, depuis quelques matchs, il est titulaire. Puis je trouve que c'est un gars qui, tu sais, techniquement, des fois, peut-être que c'est un petit peu compliqué, mais il a beaucoup, beaucoup de cœur. Puis il met toujours le deuxième effort. Puis tu vois, quand il rentre, il apporte quelque chose d'intéressant. Mais écoute, ma déception, je ne vais pas pointer quelqu'un, je vais parler en général. Je pense que c'est l'indiscipline parce que Ottawa, c'est l'équipe qui a accordé le plus de pénaltys. Je crois qu'ils sont rendus comme à 9. Puis 9, c'est beaucoup. Puis souvent, c'est ce qui est game changer quand tu mènes 1-0 puis ça fait 1-1. Puis bref, fait que peut-être que ça, ce serait mon aspect négatif de l'équipe, l'indiscipline défensive. Parfait, merci. Là, on va passer à la prochaine équipe au classement, le FC Edmonton.
Euh, on dirait que les saisons se suivent et se ressemblent dans la ville la plus nordique de la Ligue. Un maigre, comment dire, un maigre 13 points, excusez-moi. Un maigre 17 points. Non, 13 points, Ouais. pardon. C'est un maigre 17 points. Par contre, il y a eu des bonnes prestations, mais on dirait qu'il manque, notamment la dernière prestation contre le Valor avec une victoire 3-0. Sinon, souvent, c'est serré à Edmonton. Juste qu'il manque un petit quelque chose pour y arriver, là. Puis, de toute façon, le 3-0 d'Edmonton contre Valor, c'était la revanche de l'autre 3-0 d'avant, là. Donc, c'est de bonne guerre. Sauf que là, ils l'ont fait à l'extérieur, là. Fait que c'est toujours plus incroyable. Toi, Audrey, tu penses qu'il leur manquerait quoi à Edmonton pour remonter au classement? Parce que chaque année, on a l'impression qu'il est comme ouais, cette année, c'est la bonne. T'as pensé ça? Honnêtement, non, mais c'est ce qu'ils disent, là. Puis Ouais, il y mais avait. tu sais, toutes les équipes vont dire ça, que cette année, c'est la bonne, right? Tout le monde veut aller au titre, tout le monde essaie d'avoir quelque chose de plus que l'année précédente. Tu sais, si tu me demandes qui peut faire les séries, peut-être qui peut aller chercher la 4e place, parce que là, on sait que Valor, sont sur une strike un petit peu plus compliquée, disons-le comme ça. Je pense pas qu'Edmonton va le faire. Qu'est-ce qui leur manque? J'ai l'impression qu'il leur manque un peu de tout. Tu sais, j'aurais le goût de voir peut-être plus de caractère, de voir. Tu sais, j'ai l'impression que quand ils amènent leur changement, c'est pas des changements dans le match que tu dis, OK, ce gars-là arrive puis il va changer le rythme, il va amener quelque chose de plus. Il leur manque un peu de tout, un peu de tout. Toi, Alex, tu penses quoi d'Alan Cock? Parce que Dre vient de pointer les changements, puis on sait que Reddy est un très, très grand fan d'Alan Cock. Toi, est-ce que tu penses que c'est-tu un élément à changer, par exemple? Oh, wow. La ville nordique, si on veut, pas plus froid qu'Edmonton, mais tu sais, je rejoins Audrey là-dessus, il manque de tout. Puis si je ferais une liste de ce qui manque à Edmonton, je vais me faire des ennemis dans l'Ouest, je vais me faire des ennemis dans le nord de l'Alberta, et ouais, on veut pas se faire d'ennemis, on veut se faire des amis. Salutations à la communauté francophone en Alberta. On vous aime. C'est ça, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein? Ouais, c'est ça. Tu vas avoir des tailgates quand tu vas aller voir des matchs. Mais c'est une équipe squelette. C'est une équipe qui manque énormément de profondeur. Tu as des bons éléments, tu as quelques bons éléments à l'attaque. Puis tu regardes l'équipe, tu es comme, OK, Ungaro, mine de rien, il compte. Puis je l'avais dit il y a 2 ans, mais t'imagines, tu mets 20 livres sur ce gars-là, les choses qu'il pourrait faire, il a un physique intéressant, le potentiel, il est jeune, la vision de jeu, puis quand même rapide pour sa taille et habile. Mais il ne peut pas tout faire tout seul en avant. Puis Fraser Hare, qui a été un excellent fabricant de jeu, Hammer Dedic, qui est toujours solide à la défense. Mais tu sais, je peux te nommer 1 ou 2 éléments à chaque, je veux dire, core, tu sais, comme je peux te nommer 1 ou 2 bons éléments à l'attaque, au milieu, à la défense, mais c'est pas assez pour soutenir une saison. Tu vas avoir des bonnes performances par-ci, par-là, mais tu ne pourras pas sur 28 matchs, incluant le championnat canadien, tu ne peux pas. Puis, c'est plus profond que ça, le FC Edmonton, parce que je me demande, un club qui avait une académie depuis des années, comment c'est possible? Comment c'est possible que tu n'arrives pas à trouver ton talent? Puis l'Alberta, c'est pas une province c'est une province qui regorge de talent. Fait que, moi, je pense que c'est vraiment profondeur, structurel. Puis je ne veux pas essayer de tomber dans me faire des ennemis en parlant peut-être, je ne sais pas, moi, les owners du club, les proprios, peut-être sont pas autant dedans que à l'époque de la NASL, où est-ce qu'ils étaient à 100 000 $ dedans. Mais je pense que tu as besoin d'un changement profond. Puis tu le vois avec les foules,
puis ils n'arrivent pas comment dire, à attiser l'imagination de la ville des champions. Puis tu n'as pas de l'art d'un champion. Puis il y a trop de choses qui ne marchent pas avec le FC Edmonton. Puis ça paraît sur le terrain un peu. C'est sûr, ça va se transmettre sur le terrain. Tu ne pourras pas y échapper. Fait que, non, c'est un gros manque de profondeur, puis c'est dommage. Audrey, ça serait qui ta déception et ta découverte, ta bonne surprise? Là? Ça va toujours tomber sur moi, cette question-là. C'est toi l'invité, c'est toi les grands honneurs. OK. C'est pas une surprise, mais je rejoins un peu ce qu'Alex disait dans le sens qu'à chaque poste, tu as des joueurs qui peuvent être intéressants, mais après ça, on dirait qu'il manque le petit quelque chose. J'aime beaucoup Shamit Chaume. On l'a vu, tu sais. Je pense qu'il arrive avec un bagage d'expérience, il arrive avec une maturité. Dans son jeu, ça paraît. Après, ça me fait un peu penser à comme ce que je disais par rapport à Soto, à l'Atlético. Ce qu'il y a autour de lui fait en sorte que des fois, ses décisions paraissent moins bonnes, puis sa course n'est pas vue, ou des trucs comme ça. Mais je pense qu'il amène quelque chose au club qui est nécessaire. Après ma déception, je suis vraiment pas une assez grande fan d'Edmonton pour tu sais, ma déception. Je sais pas. Le stade ne compte pas. L'entraîneur non plus. Non, mais j'ai pas. Je sais pas. Honnêtement, j'ai pas de déception dans le sens que j'ai pas. Je veux pas dire que je l'aurais. Non, mais c'est pas que je l'aurais pas porté attention, mais j'ai pas l'impression que c'est une équipe où que tu as le goût, mettons, de les suivre. C'est plate à dire, hein? Mais tu t'attaches un peu à des équipes quand tu les vois jouer ou quand tu regardes. Je trouve qu'ils n'ont pas de profondeur. Un peu dans le même principe, quand je parlais des changements. Exemple, tu vas regarder un Pacifique, tu as tes gars sur le 11, tu as ceux qui sont sur le banc quand ils entrent, ils pourraient autant avoir une place sur le 11 ou presque. Tu as l'impression qu'il y a une certaine cohésion d'équipe. Puis tu comprends pourquoi présentement ils sont dans le top du classement. Quand je regarde un Edmonton, c'est des trucs que je ne vois pas. Puis j'ai de la misère, moi, à comment être attachée à cette équipe-là. Merci. Donc, la prochaine équipe au classement, c'est les HFX Wanderers, qui sont à la 6e place avec 21 points. Donc, les HFX Wanderers, l'année passée, après avoir fait un bon recrutement, a terminé en finale de la Canadian Premier League contre Forge. Cette année, ça semble un peu, après avoir perdu beaucoup de joueurs de qualité et avoir eu d'autres qui ont réédité les prestations de la saison dernière, ben, ça semble un peu plus difficile. Là, on est quand même sur une série de 6 matchs sans défaite, mais on n'a pas beaucoup de victoires non plus. Mais par contre, le meilleur buteur de la Ligue, Joe Morelli, est à Forge. Est à Halifax, pardon. Petit lapsus. Et Joe Morelli qui a 11 buts, qui est quand même loin du deuxième, qui est Shaw de Atletico Ottawa avec 7 buts, qui est aussi le leader des tirs dans la Ligue. Il y a 34 tirs depuis le début de la saison. Mais Morelli, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu plusieurs pénaltys. Honnêtement, je crois qu'il y en a eu 5. C'est ça, donc ça aide, mais en même temps, il n'est pas le seul buteur de l'histoire de toutes les ligues du monde à avoir eu beaucoup de buts sur pénalty. Clairement. Sinon, pour l'équipe, est-ce que tu penses Audrey, que Morelli va pouvoir jouer le rôle de leader offensif pour remonter au classement pour espérer aller en série? Écoute, Alex a dit qu'on ne voulait pas se faire d'ennemis, hein? Fait que j'ai pesé mes mots. Puis dans le meilleur des mondes, si je suis chanceuse, il n'y a pas beaucoup de gens à Halifax qui parlent français. Je suis vraiment pas une fan de Morelli. Je suis vraiment, vraiment pas une fan. Puis je me dis peut-être que c'est moi qui ai de mauvaise foi, mais là, tout le monde n'est pas mis sur lui dans la Ligue. J'ai écouté un truc aujourd'hui qui disait que c'était sûrement lui qui allait finir MVP de la saison.
Puis, Ouais, je l'ai vu. moi, j'aurais vraiment besoin d'avoir une discussion avec les gens de la CPL qui font qui choisissent les men of the match puis qui font les 11 de la semaine parce que on dirait que c'est toujours basé sur comme le nombre de buts que tu marques puis que c'est une bonne performance overall sans avoir marqué 3 buts. Mais tu peux pas être considéré comme un bon joueur, on dirait. Puis j'ai un petit peu de difficulté avec ça personnellement pour avoir été dans le foot longtemps. Je trouve que c'est un peu trop facile de déterminer la valeur de quelqu'un par le nombre de buts qu'il marque, tu sais. Bref, tout ça pour dire que est-ce que c'est un joueur important dans son groupe? Oui, ses prestations offensives le montrent. Bien, et comme on a dit, il y a eu des pénaltys, au moins il les a mis. Hein, on peut pas on peut pas lui enlever. Après, est-ce que c'est lui qui va faire en sorte qu'Halifax va aller peut-être chercher la 4e place pour faire les séries? Je pense pas, parce qu'Halifax, c'est beaucoup plus que juste lui. Halifax, c'est une ligne de gars qui, défensivement, sont assez bons. C'est un milieu qui commence à se trouver de plus en plus. Puis c'est des gars devant qui sont capables de lui faire les passes à Morelli, n'est-ce pas? Fait que est-ce que c'est juste lui qui va faire en sorte qu'Halifax va faire les séries? Je pense pas. Est-ce qu'il va aider? Probablement. Merci. Et Alex, est-ce que tu penses qu'Hakim Garcia va se réveiller avant la fin de la saison? Ah, j'avais été je pratique mon vocabulaire, acerbe au début de la saison pour Hakim Garcia. Je le trouvais beaucoup plus lent, pas en forme. C'est pas le même joueur. Je rejoins ce que Audrey dit là-dessus. Oui, Joe Morelli, c'est la bougie d'allumage. Il faut quand même reconnaître qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de jeux offensifs qui passent par lui, mais encore profondeur. Qu'est-ce qui arrive quand il se blesse? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis, tu sais, leur milieu de terrain, j'ai toujours trouvé le milieu de terrain était moyen pour Halifax. Mais au moins l'année dernière, c'était pas juste le Morelli show, c'était Hakim Garcia et Morelli. Fait que tu avais un one-two punch. Puis la force d'Halifax, c'est que c'est une excellente, c'est une bonne équipe défensive. Puis ils sont très, 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 très bien coachés. Puis je pense que ça leur a fait du bien de jouer à la maison. Fait qu'ils ont eu des performances défensives quand même assez bonnes. On se rappelle du match de fou contre York United sous la pluie torrentielle. Match de fou et ils reviennent de l'arrière pour niveler la marque. Ils sont capables de jouer du foot excitant, mais c'est juste, je reviens encore au manque de constance. Je pense qu'il manque quelques éléments. Je pense que c'est un club qui était beaucoup plus complet l'année dernière. Aussi, j'ose tempérer mes propos avec le mot complet, je vais dire plus de constance. Puis, again, c'est jamais un bon signe quand tout passe par un joueur. It's not a good thing. Ouais, mais en même temps, s'il se blesse, peut-être ça va laisser la chance aux autres comme on a vu le match d'équipe nationale quand Davis s'est absenté le dernier match, ben, c'est laisser la chance à d'autres. C'est un phénomène qui est fréquent, là, que quand le buteur vedette n'est pas en mesure de jouer, ben, les autres se substituent ou pas. Ouais, mais ils ont pas ce genre de profondeur-là du tout. Mais tu sais, en temps normal, le buteur vedette, c'est Hakim Garcia, right? Le présentement, il est blessé. Fait que, est-ce que, tu sais, parce que dans la réalité, là, exemple, les pénaltys, c'est pas Morelli qui les prend, c'est Hakim qui les prend. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est des points où est-ce que lui a step up parce que justement, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Peut-être que son rôle est différent. Halifax a signé Mamadi Camara dernièrement, quand on parlait de transfert de signature au début. Je pense que quand il va trouver un rythme CPL, parce que là, il est en PLSQ, puis évidemment, c'est clairement pas la même chose. Je pense qu'il peut amener quelque chose au groupe qui est important. Déjà, on a senti un impact quand il entre dans le jeu. Après, c'est une question de choix. Tu sais, comme Alex, tu parlais de ce que le coach choisit, qui fait jouer où. Je pense qu'à Halifax, ils ont quand même on parlait de banc là, pour Ottawa puis pour Edmonton. Je pense qu'à Halifax, ils ont un banc où tu as un petit peu plus de ressources. Mais encore là, c'est pas un Pacifique. C'est pas un. Cavalry surtout. Cavalry, ouais. ils ont toujours pu utiliser leur profondeur à bon escient. Mm-hmm.
Donc là, ça va être au tour d'Alex, ta découverte et ta déception. Oh. Attention à ce que tu vas dire, Alex. Je vais commencer par la déception. La déception, c'est ça, c'est Hakim Garcia. C'est le jour et la nuit comparé à l'année dernière. Ce qui est dommage, ça fait mal aux Wanderers parce que je pense que le classement ne reflète pas nécessairement la qualité de cette équipe-là. Ça a toujours été un problème avec eux. C'est comme, tu vois sur papier qu'ils peuvent vraiment être bons. On l'avait vu en 2019 puis en 2020 puis cette année. C'est seulement en 2020 que ça avait vraiment pris puis ils se sont rendus en finale, mais I don't know. Sans Garcia, c'est ça, c'est une déception. Pour surprise, je vais le dire lentement. Kara Jovanovic. Kara Jovanovic. Le J, regarde, le J, quand c'est un nom qui finit par H, le J est Y. Mais c'est correct, il y a plein de gens qui l'ont un peu amoché son nom. Fait que... Comme Milan Borjan. Il a joué quand même beaucoup de minutes, puis il apporte beaucoup à cette équipe-là. Puis il s'est vraiment bien ajusté, puis je suis vraiment curieux de le voir l'année prochaine. Ses stats ne reflètent pas sa qualité de jeu, honnêtement. Là. J'ai l'impression, il a marqué son premier but, là, mais je sais que j'ai l'impression que quand ça va débloquer, ça va débloquer. Oui, je pense que juste de marquer son premier but, ça lui a enlevé un gros poids des épaules. Puis présentement, il a un rôle un peu plus dans le couloir. Comparativement en début de saison, on essayait de le faire jouer vraiment devant. Dans le couloir, il utilise sa vitesse. Puis il commence à s'adapter à ce poste-là. Fait que je pense que plus ça va aller. Tu sais, justement, quand on parlait de Morelli qui reçoit des occasions de but, des passes, Stéphane provoque beaucoup. Il a d'ailleurs provoqué les 3 derniers pénaltys qui ont été donnés à Halifax. Fait que je pense que plus ça va aller, plus il va apporter à cette équipe-là. On l'espère. Maintenant, la 5e place, York United FC, avec 22 points. Donc, peux-tu nous revenir, puisque c'est le club de ta région, Alex, peux-tu nous faire un petit résumé de cette saison? Ben, tu vois, je vais garder ça intéressant, puis je vais jeter les dés, puis on va aller off the script. Alors qu'on se parle, York United mène 1-0. Ah Donc, non! Valor est 5e. Alors. Non, je m'excuse, Alex. York est en train de jouer contre Ottawa. Fait que... Ah ouais, c'est impossible. il mène 1-0 contre Ottawa. Donc, Valor tombe 5e au classement général. Donc, on doit parler de Valor. Comme je l'ai nommé au début de la saison, les États-Unis d'Amérique de la CPL. Car, très bons à domicile, mais sur la route, ils en arrachent. Avec, la seule chose que je peux dire de Valor, c'est je savais que la blessure à Jean-Baptiste allait leur coller dessus, puis c'est de loin leur joueur le plus important, puis malgré la belle saison que Jonathan Sirois fait, puis malgré la surprise qu'est Austin Ritchie, ils finiront pas dans le top 4. Je suis désolé, la gang, ça va pas arriver. Je sais pas c'est quoi, quand ils ont cette solidité défensive puis cette confiance défensive, tu vois que ça porte l'équipe. Mais à la minute qu'il y a comme un doute en arrière, je ne sais pas ce qui se passe, ils ne sont juste pas capables de maintenir le rythme. Puis, je pense qu'ils étaient très confortables dans leur bulle. Tout le monde était à l'hôtel, puis eux, ils pouvaient rentrer chez eux, puis c'était plus facile pour eux à domicile. Mais tu vois, sur la route, moi, je pense qu'ils sont exposés, puis on voit le vrai visage de Valor. Un club nettement en amélioration. Je pense que c'est un club qui se construit de l'arrière vers l'avant, ce qui n'est pas mauvais comme stratégie, mais je pense que c'est un projet plus à long terme. Fait qu'à court terme, je pense que 5e, c'est une position qui reflète plus à qui on a affaire. Et ou 2-0 pour York. Un deuxième but, donc Valor mérite sa place en 5e position. Toi, Audrey, est-ce que tu penses que, comme Alex, que Valor va juste continuer à descendre le reste de la saison? Ben, tu sais, il reste quand même quelques matchs. Hein?
Je pense qu'il en reste quoi, une dizaine peut-être? Tu sais, on a quand même un bon bout de saison à jouer. Fait que c'est difficile de dire, tu sais, je pense qu'il va y avoir un beau combat là, entre Valor, York puis Halifax. Peut-être aussi avec Forge qui est comme un peu entre tout ça. Et la perte de Jean-Baptiste, ça a été épouvantable pour ce groupe-là. Là. Ça a été épouvantable, puis c'est fou à quel point, c'est là que tu réalises à quel point un joueur a un impact super important sur un groupe. Défensivement, il gérait tout, right? Fait que de l'avoir perdu, ça a fait super, super mal au groupe. Puis après, tu sais, Jonathan Sirois a beau faire des arrêts clés, c'est difficile de tout faire. Tu peux pas, tu sais, puis je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'il a tellement été bon à faire, puis je veux dire, il est encore bon, mais tu sais, il a fait tellement de blanchissage, puis il a mis la barre haute on dirait, attendu à ce que Joe Sirois puisse sauver Valor pour tout le reste de la saison, mais c'est pas ça le foot. C'est justement qu'ils ont dit que c'est un sport d'équipe, qu'il y a 10 joueurs devant lui, c'est ça. Puis là, le problème, c'est qu'en ayant déjà perdu un morceau comme Jean-Baptiste qui était aussi important, dès qu'il y a comme quelques blessés, le squelette de cette équipe-là se réduit. Puis je sais pas si, tu sais, quand on parlait de profondeur, peut-être qu'il manque encore un petit quelque chose. Mais après, est-ce qu'ils sont sortis de la course? Je pense pas. Je pense qu'on va se retrouver à... Valor va quand même aller gagner des matchs de temps à autre. Mais tu l'as vu contre Edmonton, je trouve que ça a été un petit peu ça. Là. Ça a été, ils perdent 3-0, mais ils ont leur arrière central qui est en prêt, je pense, de Toronto ou un truc comme ça, qui est en suspension. Un gars qui est blessé. T'sais, dès qu'il manque des pions, c'est compliqué. Là. Ouais, ben, disons qu'on parlait de profondeur, disons que c'est pas à Winnipeg qu'on va la trouver, malheureusement. Est-ce que ça a été un avantage, justement, de terrain pour eux que la bulle soit à Winnipeg? Je ne sais pas s'ils ont pu retourner à la maison, par contre. Je ne sais pas s'ils ne devaient pas être vraiment en bulle comme tout le monde à l'hôtel, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas risqué le fait qu'ils puissent sortir. Mais je pense que le terrain a quand même été un avantage, puis on l'a ressenti dans ce début de saison-là. Puis c'est ça. Là, présentement, ben, c'est un petit peu plus compliqué. Fallait pas jouer la saison non plus sur ce début de ces premiers matchs-là. Hein. On a comme fait, oh mon Dieu, Valor sont bons, ils vont peut-être être champions, mais c'était beaucoup trop vite. Oui, exactement. Ben, il y a eu leur longue série de blanchissage. Puis à un moment donné, dès qu'on a sorti Jonathan Sirois, Matt Silva, ça lui a pris, je pense, 10 minutes avant de se faire marquer un but. Ou même moins que ça. Ça n'a pas été long. Donc, puis en plus, Jonathan Sirois s'était absenté en championnat canadien, mais ils ont quand même gagné, je m'en rappelle. Maintenant, justement, parlant de Valor, ils vont jouer demain, le 15 septembre, contre Forge en championnat canadien. Donc, c'est l'entrée de Forge et disons que s'il y a bien un match que Valor doit tout miser dessus, ça serait ce match-là. Là. Je ne suis pas peut-être réanimé Jean-Baptiste ou je peux lui donner une injection d'adrénaline ou je ne sais pas s'il y a un moyen de le. Non, je plaisante, je sais que ça ne se pourra pas, là, mais en tout cas, j'imagine que Rob Gale est en train de faire de l'insomnie pour préparer ce match-là. Sinon, Audrey, ce serait quoi ta déception et ta surprise du côté de Winnipeg? Encore à moi, hein? Ah, au grand pouvoir, les grands honneurs. Ouais. Alex Miroir? Miroir? Ça veut dire Ouais, que c'est ça la question? Ouais, surtout que c'est lui qui a voulu qu'on prenne Valor et de York. Alex, il me regarde, hein? Ben, regarde, pour surprise, Austin Ritchie. Sérieusement, je ne croyais pas qu'il était capable. Mais tu vois que en hors-saison, il a vraiment travaillé très, très fort sur son fitness, sur sa condition physique. Et il s'est entraîné très fort parce que c'est un joueur très, très, très différent. Parce qu'il était où à York 9, ce gars-là? Il n'était pas là du tout. Sinon, déception. Moi, je dirais l'ensemble des signatures. Ben, pas l'ensemble, je ne veux pas être méchant avec les signatures internationaux, mais je trouve que un peu les équipes qu'on a couvertes en bas de classement, je dirais en bas de la. On a les 4 premiers et les 4 derniers. Je trouve que les 4 premiers tirent plus des signatures, ont mieux capitalisé sur leur signature, leurs joueurs étrangers que les 4 en bas.
Parce que tu regardes un peu l'alignement, puis je me rappelle comment Rob Gale vendait ses signatures. Puis à part Jean-Baptiste qui a vraiment bien fonctionné, puis j'aime bien Andy Bacuero, le Cubain qui a quitté son équipe nationale pour le Canada. Ben, tu sais, ça me laisse sur ma faim. Tu sais, il vendait Jared Ulloa, qui a Oui, joué ouais. au Pérou pour Sporting Cristal. C'était supposé être le gros joueur qui s'en vient à Winnipeg, qui va allumer l'attaque. Puis c'est Austin Ritchie c'est Austin Ritchie qui fait tout. Puis je suis comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Fait que je pense que c'est un peu une tendance. Je pense que tu as beaucoup, tu sais, les joueurs canadiens, ils font du mieux qu'ils peuvent. Puis, tu sais, on parle de Jonathan Sirois. Moi, tu sais, je pense à Sean Rea qui est très bien fait. Je pense à tu sais, Kevin Alleman. J'avais toujours dit que si tu l'utilises bien, il va te rendre de fiers services. Mhm. C'est juste que je trouve que c'est un club qui a pas su, qui a peut-être pas été chercher les bons éléments à l'international. Puis, ça paraît. Il devrait être meilleur que ça. Ben, ça, c'est l'éternel débat sur. Je pense que chaque saison, on va faire un bilan sur l'apport de 21st Club et sa base de données. Mais on regardera ça pour un épisode spécial, je pense. On aura bien des choses à dire. Donc maintenant, la prochaine équipe, ben là, c'est York 9 qui. Oh, oups, petit lapsus. York United qui est en train de gagner 2-0 contre l'Atlético Ottawa. Donc, Audrey, peux-tu me faire un petit retour sur la saison de York jusqu'à maintenant? Là, c'était pas. Alex, je veux pas voler ton moment de lumière. Là. Je peux parler des déceptions puis des surprises, mais la saison, je pense que je vais te laisser commencer vu que c'est ton équipe. Ouais. Merci, merci. York United. D'ailleurs, je vais sûrement me procurer des billets pour aller les voir contre le Toronto FC, qui a, par ma foi, c'est inacceptable que tu es en bas de classement, tu es la pire équipe de la MLS, puis tu as l'audace de jouer 7 Américains et 0 Canadiens. Oublie ça. Je vais aller ouais, on va aller au stade BMO, puis on va créer North York, North York, North York. Euh, Puis je pense que York United, comment dire, c'est une équipe sur papier qui est meilleure que qu'est-ce qu'ils rendent sur le terrain. Puis je pense que Adi et moi, on est d'accord là-dessus. Puis surtout toi aussi, je pense, Daniel. Coaching. Parce que dans la bulle, c'était un petit peu du n'importe quoi. Puis ils jouaient du monde à des positions. Tu es comme, qu'est-ce que tu fais? Mais sur papier, c'est un club de top 3. Puis tu sais, tu regardes l'équipe jouer, puis tu vois le talent individuel. Tu le vois. Alvaro Rivero, c'est un excellent joueur. Tu sais, tu prends Osvaldo Ramirez, qui est un Mexicain, il est excellent. Euh, Puis au milieu de terrain, on a du talent là. Sébastien Gutiérrez, tu sais, tu passes à travers l'alignement, puis tu les regardes jouer sur le terrain, puis à la défensive, on s'est renforcé avec le meilleur défenseur central de la Ligue. Je le maintiens, Dominique Zator. Tu vois que individuellement, ce club-là devrait compétitionner pour un championnat et ça n'arrive pas parce que, encore, c'est du n'importe quoi. Puis tu as même le coach qui disait à la blague, oh, mais tu sais, Max Ferrari, l'excellent jeune joueur de 20 ans qui est un couteau suisse dans cette équipe-là, il lance à la blague, oh, je peux lui faire n'importe quoi, il le fait bien. D'accord, that's not the point. Tu sais, je voulais à une position où est-ce qu'il va performer match après match puis ajouter de quoi. Utilise-le pas dans du n'importe quoi. Ceci étant dit, tu vois que c'est une équipe qui est trop talentueuse pour pas te donner des résultats. Puis, ils jouent bien, puis ça, c'est au dépend du coaching. They're just too good. Puis, l'autre chose, c'est le virage jeunesse qui a vraiment fait sourciller beaucoup de monde, mais ça marche. Lowell Wright, 17 ans, plus jeune marqueur de la Ligue. Je pense qu'il vient juste d'avoir 18 ans. Et Max Ferrari, si ce gars-là ne se fait pas vendre à la fin de la saison prochaine, il est parti. Diedine Abzi, qui continue à nous montrer avec
sa constance, à quel point qu'il est non seulement polyvalent, extrêmement talentueux. Puis, j'ai regretté de ne pas l'avoir vu plus dans le championnat U23 pour les qualifications aux Jeux olympiques. Il aurait dû jouer plus. Je pense que Abzi, c'est quelqu'un qui devrait attirer les regards. York, c'est un peu ça, York United. Je pense qu'au fil du temps, ben, les joueurs ont plus de chimie puis jouent mieux, puis ça commence à paraître. Toi, Audrey, est-ce que tu penses comme Alex que l'équipe devrait être mieux placée avec la qualité de l'effectif? Je pense que c'est une équipe qui attire ma curiosité dans le sens où on peut s'attendre à mieux. Ils sont quand même capables de créer des surprises, mais autant qu'ils vont te créer une surprise et te faire un super match, que le match d'après, ça peut être complètement à l'opposé. Ce qui est quand même assez classique CPL aussi, parce qu'il ne faut pas juste, pas juste viser York. Mais non, je crois que c'est un bon groupe. J'adore le fait qu'ils ont des jeunes. Max Ferrari, il est incroyable. Il est vraiment incroyable ce qu'il apporte au groupe. Puis même il est si jeune, puis il a tellement. Il ressort tellement de maturité dans sa manière de jouer. Je trouve qu'il est super intéressant. Mais en temps normal, je sais pas. J'allais dire, je pense qu'il devrait terminer 4e, mais je pense aussi qu'Halifax peut encore remonter, fait que je sais pas. Ça va être un beau casse-tête cette fin de saison-là en CPL. Pour les gens qui écoutent, là, si vous n'avez pas encore regardé de match ou si vous en regardez juste une fois de temps en temps, là, je commencerai à y porter attention. Là. Parfait. Et ça serait qui ta déception et ta surprise? Je les ai vus jouer dans mes 5 matchs à Ottawa. J'ai eu York 2 fois. J'ai beaucoup aimé, comme je disais, Max Ferrari, je l'ai trouvé incroyable. J'ai beaucoup aimé Rivero aussi. Fait que je te dirais que dans mes surprises, ce serait peut-être ceux-là. Dans ma déception, je ne vais pas dire le coaching parce que clairement, les gens qui écoutent votre podcast savent que c'est pas quelque chose qui est unanime. Mais en fait, que c'est unanime que vous ne l'aimez pas. Ma déception. Je sais pas. Ma déception. Je sais pas. Il y a 2 attaquants qu'on nous a vendus comme des grands buteurs qu'on n'a pas vraiment vu à l'œuvre. Jan Ulbricht qui a un but en 8 matchs. Ouais, l'Allemand. Lui aussi est jeune, non? Ouais, dans l'été, il y a eu 23 là. Je pense qu'il s'en va sur ses 24. Puis Hamilton aussi, qui l'année passée, il devait venir, mais il ne peut plus venir. Fait que là, ils l'ont prêté en Écosse, puis il a joué genre 3 minutes en Coupe d'Écosse, tellement pendant son prêt. Là. En tout cas, c'est une autre histoire. Oui. Hamilton, je l'ai vu jouer justement contre Ottawa. Je ne l'ai pas trouvé mauvais. Après, je ne savais pas le backstory puis le CV sportif. Je ne l'ai pas trouvé mauvais, mais ce n'est pas nécessairement celui qui ressort le plus. Fait que là, si tu me dis que c'est un joueur international puis qu'il est censé être dans les meilleurs de ce groupe-là, peut-être que le choix du joueur international, c'était pas le plus concluant. Surtout que, après que l'année passée, qu'il n'a pas pu venir, le club a tenu à le ramener en 2021. Ouais. Donc, les attentes étaient très hautes, disons, pour cette année. Je pense qu'ils l'ont survendu. Ils ont survendu Julian Albright, puis ils ont un petit peu et ils ont un petit peu survendu Nicolas Hamilton, ou surévalué, je dirais, parce que c'est quand même la Ligue domestique jamaïcaine, puis Cavalier, c'est un gros club en Jamaïque, mais c'est-tu vraiment à niveau avec la CPL? Puis il ne faut pas oublier, au début, c'est un grand buteur à Cavalier en Jamaïque. Puis ça, c'est quand on n'avait pas une grosse idée du niveau de la CPL. Mm-hmm. Je pense que Forge a comme prouvé qu'on n'est pas, on est comme à un autre niveau de ça. Fait que, là, le grand buteur de la Jamaïque, ça résonne un petit peu moins fort. Fait que, ouais, on l'a peut-être un petit peu surévalué. Mais de toute manière, sur un aspect marketing, tous les clubs vont bien tenter de vendre les joueurs qui signent, right? Absolument. Ils vont vouloir essayer d'attirer l'attention des fans puis de dire regarde, on a signé lui. Puis quand ils vont te mettre une vidéo highlights, ils vont te mettre les buts qu'il a marqués, puis ils vont te vendre un petit peu de rêve autour de lui, puis ils vont pas te dire ouais, mais la Ligue n'est pas si bonne que ça dans le fond. Fait qu'après, c'est sûr qu'ils vont te le vendre pour le faire paraître au mieux, tu sais.
C'est Ouais, ça. surtout quand c'est des joueurs étrangers, Mhm. tu sais, parce que personne ne les connaît souvent, donc on veut leur donner une certaine crédibilité, puis je veux dire, je ferais la même chose à leur place, là, fait que faut pas, leur en tenir rigueur. Maintenant, à la troisième place, pour le moment, parce qu'on quand même on est en train de constater une remontée, on a Forge FC qui est à 28 points, qui est quand même loin de ses poursuivants derrière, dans ses 3 derniers matchs, un match nul, deux victoires, de pas perdre, enchaîner 3 matchs sans défaite, qui remonte petit à petit, qui commence à retrouver son luxe d'antan. Donc, Je... oui, vas-y. Ben, ils ont perdu contre York, genre, la semaine passée, non? Ou cette semaine. Ou... 2-0. Ouais, c'est ça. Je sais pas où t'as trouvé ton calendrier, Daniel, mais il te manque quelques résultats, je pense. Fait que dans le fond, le résultat le plus récent de Forge dans la saison, c'est une défaite, si je ne me trompe pas, contre Contre York, ouais. effectivement. Merci. Dans leur genre de derby. Ouais, 905. Ouais. Ouais, ben merci. Effectivement, j'avais pas les bons résultats. J'avais pas pu voir ce match-là, malheureusement. Une chance que tu étais là pour nous sauver. Donc, concernant Forge, c'est quand même encourageant, là, malgré tout. Mais Forge a quand même un calendrier chargé avec les matchs en Amérique centrale et le championnat canadien qui va enfin rentrer dedans. Donc, si Forge élimine Valor, il va devoir affronter vraisemblablement un club de MLS. Puis un aller-retour avec un club de Independiente. Donc, ça s'annonce quand même chargé. Est-ce que tu penses, Alex, que Forge peut viser la première place? Je pense pas, parce que je pense que Forge, c'est peut-être mon opinion ou mon... euh, ouais, je veux pas dire mon opinion, mais OK, je vais me lancer à l'eau, là. Je pense que c'est mon intuition. Je pense qu'eux, ils gèrent leur saison. Ils sont 2 fois champions. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est de faire partie du top 4. Fait qu'ils n'ont pas besoin de finir premier. Fait que s'ils peuvent gérer leur saison pour finir dans le top 4, tout le monde va avoir peur de les affronter. Puis s'ils finissent deuxième ou troisième, ben, tout le monde ne voudra pas finir soit 2 ou 3, parce que pour une raison que j'arrive pas à expliquer, ils ont le numéro à cavalerie année après année. Fait que c'est pas que ça que les cavaleries veulent finir premier pour pas se les taper encore. Mais eux, ils gèrent leur saison parce que tu vois que Force, c'est une équipe, oui, ils veulent le championnat de la CPL une 3e fois de suite, mais ils veulent aller en Ligue des champions. Puis moi, je pense que leur priorité numéro 1 et 2, c'est de rentrer en Ligue des champions de quelque façon que ce soit. Est-ce que ça va être est-ce que c'est en causant la surprise dans le championnat canadien puis le gagner pour aller en Ligue des champions? Ou je pense qu'à travers la CONCACAF League, c'est une voie qui est beaucoup plus réaliste. Euh, avec d'où leur performance, ils ont prouvé qu'ils peuvent rivaliser avec des gros clubs du Panama et ils sont un peu à niveau avec des bons clubs du Honduras. Donc, tu vois ils gèrent leur saison pour pas se brûler. Je pense qu'ils sont vraiment meilleurs de ce qu'ils ont montré en Ligue, mais en CONCACAF League, c'est comme les bras me tombent à chaque fois. Puis en plus, là, ils vont négocier le championnat canadien par-dessus. Ils ont vraiment un horaire très, 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 très chargé en septembre. Puis tu vois que c'est là que les priorités vont commencer. Fait que je pense que Smyrniotis, il a vraiment une idée de c'est quoi la priorité, puis il va gérer son club en conséquence. Puis si ça veut dire que tu en échappes quelques-unes en CPL, mais pas assez pour te faire tomber en bas du top 4, puis regarde, tu regardes le classement, ça prendrait vraiment une chute assez incroyable pour les sortir de là. Ça, c'est si tu as foi que Valor sera inarrêtable. Je ne partage pas cet optimisme, mais je pense que ça explique un peu ce qui arrive avec Forge. Puis là, tu vois aussi que, regarde, Ruben Spacius, de nulle part le gars. Puis, il t'amène
on peut le dire, il t'amène cette arme de taille, cette belle arme, cette belle option à l'offensive. Puis même en faisant sans Homer Brown, ils ont Emery Welshman qui revient. Oui, qui était très attendu. Ben, j'ai l'impression que c'était justement pour remplacer Omar Brownie qui est porté disparu. Ça, c'est un petit peu un problème dans la CanPL. On n'a comme pas comme la liste des joueurs avant le match, puis là, comme qui est absent pour blessure, qui est absent pour le choix du coach. Ben, lui, c'est vraiment des questions de visa. Mais je pense que l'offensive de Forge n'est pas vraiment un problème. Puis même si tu aurais des lapsus à droite et à gauche, mais tu vois la profondeur à l'attaque. Puis c'est vraiment une question leur milieu de terrain. Si tu arrives à alimenter tes avants, Forge, tu ne peux pas arrêter Forge dans cette ligue-là. Puis ils ont un excellent milieu de terrain. Donc, puisque parler des bons joueurs, tu vas me donner ta surprise et ta déception. God, t'es gourmand, all right. Ma surprise, Ruben Spacius. Ah, Sérieusement. je pense qu'il y a beaucoup qui partageraient ton opinion. Mais ouais. je suis pas d'accord. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord parce qu'il fait bien. Je suis pas d'accord quand on dit, tu sais, tu as fait je comprends de la manière que tu l'as dit, mais il sort de nulle part parce que, tu sais, c'est un jeune qui était à l'académie. Il s'entraînait avec l'équipe première en début de saison. Il marquait des buts. Il était bon. Après, nous, on l'a échappé peut-être. Peut-être que le CF Montréal l'a échappé. Mais le kid est bon. Puis il a cet instinct de buteur. Puis tu sais, athlétiquement, il amène quelque chose. Puis il est gourmand, right? Il veut marquer des buts. Puis lui, on lui a offert l'occasion de jouer pro. Il l'a pris. Puis là, il se retrouve dans cette situation-là où si tu lui donnes des minutes, si tu lui donnes la chance, il va la prendre. Fait que c'est une surprise, oui. Mais en même temps, si tu connais un peu le background de l'athlète, je pense que c'est dans la courbe normale de où il doit être. Puis c'est un autre joueur qu'on ne veut pas voir rester en CPL, tu sais. Mm-hmm. Ben, on espère pour lui qu'il va C'était ma parenthèse. Merci. Et ta déception, Alex? Ma déception. Oh, wow. Jakovic, le défenseur Jakovic. Je m'attendais, il a quand même 36 ans, mais quelqu'un qui arrive de LAFC, de la MLS, puis qui joue, qui défensivement, tu peux déjà voir que le coach, il a carrément passé à autre chose. Ouais, c'est quand même une grosse déception dans son cas. Mais l'autre parenthèse que je vais faire, puis je revenais tout à l'heure sur mon point où est-ce que je parlais des signatures des joueurs internationaux. Nommez-moi un international où est-ce que Forge ont manqué leur coup. Ah, je sais très bien où tu vas en venir, là, c'est bon. Paulo Sabac encore. Non, ben, Sabac, c'est parce que, encore, c'est comment qu'ils l'ont vendu. Ah, mais on a vendu notre étoile Tristan Borges. Fait qu'on a été chercher Paulo Sabac, qui est une version améliorée de Borges. Non, je pense que Paulo Sabac, il amène une dimension différente. Il est bon à sa manière, mais c'est injuste de le comparer à Tristan Borges. C'est juste pas le même style de joueur. Puis il n'y a pas la polyvalence de Borges. Je pense que c'était injuste, puis on avait juste placé les attentes ben trop haut à son cas. Ouais, malheureusement. Alex, tu te souviens là, quand on a enregistré l'épisode ensemble en début de saison? Ouais. J'avais dit haut et fort que je trouvais que Tristan Borges était peut-être un peu surévalué, qu'on nous avait mis les attentes très, très hautes. Je me l'ai fait redire d'ailleurs après. Est-ce que ton opinion par rapport à lui a changé depuis qu'il a joué un peu plus de matchs? Parce que je sais que tu étais quand même un petit peu d'accord avec moi hein, quand je me suis mouillée à dire ça. Je suis d'accord. C'est clairement pas le même qu'en 2019. Je pense qu'il y avait vraiment des problèmes de confiance. Ça a dû ébranler sa confiance jusqu'à un certain point. Puis je pense que les autres équipes l'attendaient vraiment de pied ferme. Mais en CONCACAF League, il nous a montré le vieux Borges. Est-ce que c'est une question de motivation? Est-ce que c'est une question que les autres clubs n'étaient pas préparés pour lui? Puis quand tu lui donnes trop de liberté en avance, puis tu lui donnes trop d'espace pour créer, puis générer quelque chose, il va te punir. Dans le CPL, clairement, ils savent à qui ils ont affaire. Surévaluer,
il ne sera pas le même qu'en 2019. Je pense que 2019, c'était son pic. Je n'ai pas vu qu'il a accoté son pic, et ça va lui nuire parce que moi, je pense que son club en Europe va nous le prêter à chaque année jusqu'à ce que son contrat soit écoulé. Mais est-ce que c'est encore notre mauvaise habitude de juger, mettons, un joueur par le nombre de buts qu'il marque? Bon point. Est-ce que, OK, je reformule ma question. Est-ce que tu as l'impression, mettons, que Borges, dans ce qu'il amène dans le jeu en général, est plus utile à Forge qu'un Morelli va être utile à Halifax dans le jeu? Pas dans la finition, dans le jeu. Non, Borges, c'est plus utile parce qu'il fait plus de choses. Tu peux le jouer à plusieurs positions. Tu peux le jouer à gauche, à droite ou comme milieu offensif. Il apporte plus. Il apporte cette qualité qui rend Forge encore plus dangereux. Même s'il ne marque pas comme qu'il faisait en 2019, mais c'est un atout de taille sur le terrain. Puis même s'il est marqué, mais Bobby Smyrniotis est assez intelligent pour l'utiliser d'une autre façon, puis amener d'autres joueurs pour maximiser le milieu, puis la cohésion. Puis Forge, pour moi, c'est un indispensable à Forge. Puis tu as raison là-dessus que on est peut-être on est peut-être un petit peu, on fait peut-être une fixation sur le nombre de buts qui rentrent, puis il faut peut-être voir son jeu dans l'ensemble. Puis si être avec Forge, ça l'amène à améliorer d'autres facettes de son jeu, mais c'est une bonne chose. Oui, puis c'est qu'il a mis la barre au niveau des statistiques très haute en 2019. Ouais. C'est comme si on s'est tout attendu, puis c'est ce qu'on nous a vendu aussi. Son retour, les buts qu'il marque, c'est normal, c'est un peu dans le marketing de l'équipe, c'est comprenable. Mais après ça, si on prend un step back puis tu regardes le jeu, je pense qu'il amène quelque chose au jeu qui aide l'équipe. Outre le nombre de fois que le ballon rentre dans le but, parce que en saison, il y en a marqué 2, je pense. C'est pas, si tu compares à 2019, c'est rien. Là. Exactement. Puis je pense que contrairement à avant, tout passe pas par lui, puis ça, c'est une bonne chose. Vraiment. Avant, Forge avait le réflexe, tout doit passer par Borges, il faut passer à Borges, il faut que Borges fasse tout. Mais maintenant, c'est plus un jeu d'équipe, donc c'est pas tout qui passe par lui, mais il contribue, puis c'est plus cohésif. Puis oui, Forge a eu un mauvais match contre York United, ça arrive. Puis ils ont été très dangereux jusqu'à la fin de match, c'est juste que ça n'a pas rentré, puis c'est ce genre de match qui arrive. Mais c'est une équipe qui est extrêmement constante, puis c'est sûr que Borges a énormément aidé de le revoir. Clairement. Daniel, je m'excuse, là, j'ai comme pris le contrôle de ton podcast. Hein? Pas de problème. C'est normal, c'est ton podcast aussi. Donc, maintenant, on va attaquer les 2 premières places du classement. Donc, on a Cavalry FC à 31 points. Est-ce que tu pourrais nous présenter l'équipe jusqu'à maintenant, Audrey? Oui. Cavalry, je pense que c'est l'équipe qu'on veut voir, c'est l'équipe qu'ils veulent nous montrer. Dans le sens où, en 2019, ils ont été bons, ils ont fini premier des 2 championnats. En 2020, ils ont passé à côté de la chance d'aller en finale, puis je crois qu'ils l'ont eu sur le cœur. Puis là, en 2021, le message est clair, ils veulent être champions, puis ils ne se gênent pas de lancer des petites flèches quand ils en ont l'occasion sur les réseaux sociaux pour comme, montrer qu'ils sont là puis qu'ils sont en bataille au titre encore. Ce qu'ils montrent est intéressant, ils ont de la profondeur, le banc est intéressant, leur identité de jeu, ils sont agréables à regarder. Puis quand il y a un blessé, un absent, il y a un roulement de staff qui fait en sorte que ça paraît. Ça paraît quand il manque un joueur important dans l'équipe, mais tu as l'impression que ça paraît peut-être moins que quand il manque quelqu'un à Ottawa ou qu'il manque quelqu'un à Edmonton. Je pense que cet impact-là est moins gros. Effectivement, qu'est-ce que j'ai constaté avec Cavalry, c'est que la profondeur, elle est vraiment utilisée à plein escient, puis ça permet justement d'être constant dans les résultats. On voit que Tommy Wilden Jr., effectivement, il avait sur le cœur l'année passée. Il avait sur le cœur les 2 saisons. Parce que la première année, il disait non, mais moi, je dis qu'on est champion de la saison, puis que Forge est champion de la Coupe.
Puis, Mais tu vois, ça rejoint un peu ce qu'Alex disait que Forge va juste s'assurer d'être top 4, tu sais. Puis après ça, ils vont arriver encore dans ce principe-là. Ils l'ont fait en 2019, ils peuvent le refaire en 2021. Ils vont jamais passer à côté de l'occasion de faire le triplé. Tant qu'ils pourront rester champions, ils vont vouloir rester champions. Mais pour le moment, je pense pas qu'ils vont nécessairement viser d'être premiers, sachant que le champion va être déterminé après les séries, tu sais. Cavalry avait un peu, tu sais, faut leur donner. En 2019, ils allaient continuer à jouer, même s'ils savaient qu'ils allaient en finale après la saison printemps. Mais ils ont continué à jouer, puis ils n'ont pas ménagé leurs forces. Pendant que Forge se tapait des matchs en Amérique latine, puis qu'il choisissait ses matchs en KNPL, Cavalry enchaînait comme un rouleau compresseur. Là, on voit que Cavalry, quand même, enchaîne les bonnes prestations, à part le dernier match, la défaite contre Pacific. D'ailleurs, Tommy Wooden Jr. a dit que clairement, c'est la meilleure équipe qui a gagné cette journée-là. Sinon, avant ça, il y avait eu plusieurs matchs sans défaite. Donc, maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir enchaîner et est-ce qu'ils vont pouvoir rattraper Pacific? Parce que c'est un peu ça le défi là, maintenant. Il faut qu'ils espèrent un peu des faux pas de Pacific puis remontrer au classement. Mais c'est quand même, il y a juste 3 points entre les deux. Hein, fait que ça suffit qu'une semaine Pacific perde et Cavalry gagne, puis les deux sont à égalité de points. Là, donc, c'est pas impossible. Toi, Alex, est-ce que tu y crois ou tu penses que ça va se jouer après en série? Moi, je pense que ça va jouer en série parce que c'est là que ça compte. Puis malheureusement, on est dans. On n'est pas tout à fait comme en Amérique centrale, mais ça s'en vient. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2023, la formule de la Ligue des champions va changer et 2 clubs de la CPL vont y aller au lieu d'un seul. Fait que, il faut oser imaginer que l'équipe qui finit numéro 1 au classement général va gagner sa place. Puis celui qui va gagner le trophée en série va être la deuxième équipe à gagner sa place. Fait que c'est une plus grosse dimension. Je crois que pour eux aussi, je pense que le championnat canadien, ils doivent y croire aussi. Parce qu'entre toi et moi, tu sais, le Toronto FC, s'il passe à travers York United, c'est Forge qui t'attend. Puis si c'est vraiment Montréal qui est gros favori dans le championnat canadien. Puis en dehors de Montréal, ben, t'as Forge qui t'attend. Puis de l'autre bord, ça peut être Cavalry. Fait que, tu sais, je pense que Cavalry, ils vont essayer de se rendre loin en championnat canadien. Fait que c'est sûr que pour la Ligue, Tommy Wilden Jr., c'est sûr sa priorité numéro 1, c'est de gagner le trophée, de finalement être champion. Je pense qu'ils ont l'acquisition de Joe Mason et de Ty, parce que tu vois la différence. Tu vois le gars, quand il a l'espace puis il a le ballon, il va pas manquer son coup. En très peu de temps, déjà, il s'est imposé comme un des grands marqueurs de la Ligue. Puis ce qui fait aussi la force de Cavalry, c'est la constance. Puis c'est leur habilité à garder un noyau de joueurs, puis d'intégrer des jeunes au système. Puis les jeunes assimilent le système très rapidement, puis font partie du noyau de l'équipe. Tu penses à David Norman Jr. qui avait impressionné comme défenseur central aux qualifications pour les Jeux olympiques, mais qui est un excellent milieu de terrain. Il peut faire les deux. Fait que c'est ce qu'il voulait. Il voulait des joueurs comme lui qui pourraient être versatiles. Mais tu as aussi... ma source d'inquiétude avec eux, c'était la défense parce qu'ils ont quand même perdu Zator, mais Dan Klopp fait le travail à la défense. Puis, tu sais, Karifa Yao. il y a Karifa Yao également, qui est une excellente surprise. Seulement 20 ans, qui forme tout un duo avec Dan Klopp. D'ailleurs, j'espère que le CF Montréal vont un petit peu penser à lui donner plus de minutes parce que moi, je pense qu'il mériterait de démontrer ce qu'il a. Puis, j'aime cette identité de petite peste qu'est le Cavalry grâce à José Escalante. Quand tu penses à ce club, tu penses à lui. Mais comme Audrey le disait plus tôt, c'est tellement du beau foot. Cavalry, c'est une équipe que, quand je sais qu'ils sont sur l'horreur, tu dois regarder le match.
Puis, tu as Mohamed Farsi qui fait encore dans la continuité. Puis ça va juste lui servir. Parce que s'il continuait à jouer comme ça, puis à s'imposer, euh, sky's the limit. Moi, je pense que tu as des clubs à MLS qui auraient besoin d'un latéral comme lui, ou peut-être même ailleurs. Donc, tu vois que Cavalry, c'est un club qui a une identité, qui joue un beau style de foot, qui a de la profondeur, qui est bien coaché, qui a un but, comme on dit en anglais, a chip on the shoulders, parce que ça fait 2 fois que le championnat leur échappe, ils ont faim. Puis je pense que c'est un club qui va être très dangereux. Puis oui, Pacific, c'est la meilleure équipe en ce moment. Mais Tommy Wilden Jr., s'il y a quelqu'un qui va trouver une façon de les vaincre, ce serait lui. Audrey, déception, surprise? Ma surprise, qui n'est pas une surprise, fait que je veux dire une satisfaction, c'est Mohamed Farsi. Pas parce que je l'aime d'amour, mais parce que 2020 a été un tout petit échantillon de ce qu'on pouvait voir de lui aux Island Games. Puis, en ayant gagné le meilleur joueur 21, il y avait les regards sur lui. Puis, c'était pas un ça passe ou ça casse, mais c'était une saison où on savait qu'il devait être bon. Puis, je crois qu'il remplit très bien les chaussures qu'on lui a données. Il a d'ailleurs été suspendu pour le match contre Pacific, puis je ne veux pas dire que c'est ce qui a fait que Cavalry n'a pas gagné, mais en regardant le match, tu vois qu'il manquait ce que Mo peut apporter dans le couloir. Fait que je te dirais que c'est ma surprise, même si ce n'est pas une surprise. Ma déception... Est-ce que j'ai une déception? Je pense pas. Moi, j'en aurais peut-être une. Vas-y. C'est Carducci qui passe de hey, ce serait un excellent 3e gardien pour l'équipe nationale à ben, oublie ça, on pense pas à Carducci, tu sais. Je trouve ça plate. Parce que sa première saison, tu sais, quand il a été appelé en équipe nationale, tout le monde trouvait ça normal. Il n'y a personne qui a dit ben là, qu'est-ce qu'il fait là? C'était juste normal parce qu'il était that good. Puis là, tu vois qu'il est encore excellent, mais tu vois que c'est pas assez pour justifier de revenir dans les plans d'équipe nationale. Je trouve ça un peu décevant. Puis, tu sais, ouais. Ben, j'ai l'impression, puis écoute, peut-être que je suis complètement dans le champ, mais j'ai l'impression que les gardiens qui sont titulaires dans la CPL, peut-être à part York où tu vois quand même un certain, pas un roulement, mais tu sais, les 2 gardiens qui sont là, ils pourraient être titulaires, puis il n'y a pas personne qui crierait l'alarme. Mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas assez de concurrence à l'interne. Puis ils se retrouvent à pas nécessairement s'asseoir sur leur talent, mais à ne pas être assez challengés, donc à ne pas pousser leurs limites. Puis c'est un peu la situation dans laquelle se trouve Halifax présentement avec Oxner, qui n'est pas, je ne veux pas dire qu'il n'est pas bon, mais qui fait des gaffes, puis des gaffes qui malheureusement coûtent le match à son équipe. Puis là, on se retrouve à se dire, OK, bon, on va faire gauler Basket, je pense, son nom, au petit deuxième. Mais tu sais, il est tout jeune, puis dans une équipe pro, parce qu'au final, c'est ça, hein, ils sont payés, c'est leur travail dans une équipe pro. Peut-être qu'il serait 3e gardien, parce qu'il y aurait un vrai deuxième où il y aurait une concurrence qui serait plus réaliste. Fait que des fois, je me demande si c'est un peu ça qui peut arriver à Carducci, le fait que qui vient essayer de lui enlever de sa place, qui essaie de faire en sorte qu'à l'entraînement, il faut qu'il travaille plus fort, puis que, est-ce qu'il s'est un peu assis sur ce poste de premier gardien-là où il est bien, puis ben, il fait correct, puis son équipe gagne des matchs, puis c'est juste la routine. Mais, un peu vas-y, Alex, excuse-moi. Ben, comment t'expliques le fait que tu as autant d'équipes qui semblent avoir négligé le poste de gardien de but? Parce qu'ils ont tous l'air d'avoir fait ce job-là. Est-ce que c'est parce qu'ils ont surévalué le talent canadien en gardien de but puis disaient, ben, on a plein de gardiens, on en a beaucoup, ou c'est juste la négligence? Je sais pas. Écoute, je sais pas, puis ça serait vraiment quelque chose de curieux à étudier, mais si tu regardes dans les groupes, c'est ça pratiquement partout. Fait à Ottawa, Pauli est là, puis le deuxième. Mais tu le sais très bien, c'est comme le premier gardien s'est identifié, c'est lui. Tu comprends ce que je veux dire? Tandis que selon moi, oui, tu peux avoir un premier gardien, mais la concurrence entre les deux,
si elle est saine, si elle est bien gérée, elle est importante parce que ça fait en sorte que si tu en as un premier, tu l'obliges à toujours être bon. Tu l'obliges à être bon à l'entraînement, tu l'obliges à être concentré en match. Puis s'il fait des erreurs, puis s'il n'est pas bon, bien, le match d'après, c'est l'autre. Puis si l'autre est meilleur, mais c'est lui qui reste. Puis tu sais, c'est leur travail, c'est des joueurs de foot professionnels. Je pense que cette concurrence-là, elle est importante. Mais si tu regardes les équipes, on la retrouve pratiquement pas. C'est ça. Fait que pourquoi, je ne sais pas, mais je pense que ce serait peut-être un point à évaluer pour la suite. Peut-être que c'est un endroit où financièrement, ils n'ont pas voulu mettre plus de sous à aller chercher deux bons gardiens à 2 salaires similaires. Tu sais. Je sais pas. Ouais, mais peut-être aussi dans le marché, parce que je me rappelle, tu sais, on dirait qu'il y a comme une volonté de ne pas ramener des gardiens étrangers aussi, là. Quand il y avait eu le Belge à Valeur, Janssen, qui s'appelait, Oui. en 2019, disons, il y a des voix qui se levaient pour dire qu'ils prenaient le temps de jeu d'un gardien canadien, puis que la Ligue est là pour développer des joueurs canadiens. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est qu'on veut avoir des gardiens qui aient du temps de jeu. Moi, personnellement, je suis plus de l'école gardien 1, gardien 2, puis parce que la concurrence entre les gardiens, j'ai jamais vraiment cru parce que j'ai rarement vu une équipe qui met son gardien sur le banc, moins qu'il enchaîne vraiment les mauvaises prestations pendant une période déterminée. En fait, c'est même frustrant pour le deuxième, des fois, parce que tu vois l'autre qui fait des mauvais matchs, mais l'entraîneur ne veut pas le changer parce qu'il se dit, ouais, si je le change. Parce qu'au fond de lui, il y a déjà la hiérarchie déterminée. Il sait très bien que c'est le deuxième, tu sais. Ouais. Donc, c'est un peu, je sais qu'il y a une tendance mondiale maintenant de vouloir avoir 2 bons gardiens, mais actuellement, je pense qu'on va, on va devoir patienter un peu si on veut se faire Canadian Premier League. Là. Ben, Mais bref, tout ça pour dire, Alex, que c'est peut-être pour ça que tu as ce sentiment-là envers Carlucci. Ce serait mon analyse très, très humble de la situation. Absolument. Puis tu dois l'avoir cette compétition parce que je pense que Halifax est top 4 si tu avais un meilleur gardien que Oxner. Parce que les gaffes qu'il a faites, c'est comme My God, tu parles c'est des 3 points par-ci, par-là, Ouais. ça fait une grosse différence. Puis ce qui arrive, c'est que, tu sais, exemple, là, ils ont changé. Fait que dans le fond, au dernier match, c'est Basket qui a été dans le but contre Ottawa. Il a gagné. Ben, ils ont gagné, hein, je suis. Mais ça a pris du temps avant qu'ils décident de le mettre dans le but. Tandis que si tu as un vrai deuxième gardien, sans rien enlever à Basket, mais si tu as un vrai deuxième gardien, peut-être que tu tolères moins les gaffes de Oxner. Puis c'est pas de le punir. À la limite, peut-être que ça fait juste lui remettre les choses en perspective, peut-être lui donner une pause parce que physiquement, c'est difficile aussi. T'sais, la bulle, elle a été difficile physiquement pour tout le monde, pour les gardiens qui ont goalé tous les matchs. Fait que tu sais, juste une petite pause, un match où tu remets les choses en perspective. Le deuxième est là, puis tu sais que c'est pas un risque de le mettre sur le terrain parce qu'il est aussi bon que ton premier. Mais non, en effet, c'est pas quelque chose qu'on voit présentement en cyclisme. Mais il y a un club qui a commencé à Alpha, puis et à cause de ses bonnes prestations, tu avais même des fans de cette équipe-là qui commençaient à dire que ce gardien-là devrait être dans les buts plus souvent. Bajman à Forge. Ils ont commencé à l'utiliser un petit peu plus souvent à Forge, puis c'est pas Tristan. Tristan Henry, il peut être génial un match, puis horrible le suivant, mais au moins Bajman te donne quelque chose au milieu où est-ce que tu sais à quoi t'attendre avec lui. Puis les grosses gaffes monumentales que Henry est capable, tu sais que Bajman ne les fera pas. Puis oui, Henry, c'est un excellent arrêteur de tir, mais Bajman, il est un petit peu comme rounded, comme on dit. Tu sais qu'il ne fera pas les grosses gaffes, mais il n'est peut-être pas aussi bon arrêteur de ballon que lui, mais c'est bon que tu lui donnes les minutes. Ça fait un peu penser, ça fait un peu réfléchir à Tristan Henry. Puis oui, il a fait des grosses gaffes, puis il doit le savoir que l'équipe maintenant, l'équipe est à une autre étape dans son évolution, puis des grosses gaffes monumentales comme contre Arcae en CONCACAF League, je ne pense pas que ça va passer cette année avec Forge. Effectivement, on n'espère pas. Et le dessert pour la fin, on a Pacific FC. Et je sais qu'Alex, tu meurs d'envie de nous les présenter, alors je vais te laisser cet honneur. Ah oui. Là, tu es en train de me dire que moi, je te l'ai invité,
Mais j'ai présenté Ottawa puis Edmonton. Puis Alex, il présente Pacifique, c'est ça? OK. Ben, t'as présenté Cavalry. Non, c'est Ça. une blague. Vas-y, Le- Alex. Non, non, absolument, je veux t'entendre, toi, sur Pacifique. Mais non, vas-y. Je voulais jamais t'enlever le... C'est une blague. Écoute, si j'ai quelque chose à dire, je vais le rajouter, t'inquiète pas. Ben, OK, on va parler de ce club de Beautiful British Columbia, de cette belle île de Vancouver, avec les beaux paysages et le stade qui est à côté des montagnes et des lacs. Donc, en Pacifique, on retrouve une équipe dominante qui a, ma foi, fait très mal aux Whitecaps de Vancouver, leur coûtant leur entraîneur-chef. Et si ce n'était pas de Ryan Gauld, leur joueur désigné, Vancouver se serait fait donner toute une raclée. C'est lui qui a sauvé les honneurs de ce club. Donc, ça fait juste vous démontrer à quel point le Pacifique est très bien coaché par le fantastique, le polyglotte, Pamaduka. Pendant les matchs, vous pouvez l'entendre parler en anglais, en français, en espagnol et j'en passe. Et c'est bien, c'est excellent. Sinon, dans les buts, le très expérimenté Caleb Irving, mais en même temps, tu as Nolan Wirt. Et tu vois qu'ici, on parlait beaucoup des deux gardiens. Oui, Irving était partant, mais je me rappelle en 2020, tout le monde disait, mais pourquoi tu ne mets pas Caleb Irving dans les buts? On ne comprenait pas. Puis là, quand il a commencé à être dans les buts, Pacifique allait beaucoup mieux. Si on parle de la Mais profondeur... en passant, Nolan Wirt a disparu depuis une coupe de match, puis ça doit être Mark Village qui est revenu. Puis là, ils se sont fait prêter Isaac Bomer des Whitecaps. Oui. Ouais, je suis... Exactement. On comprend le point, Alex, on comprend le point. Exactement. Sinon, sans passer à travers les joueurs un après l'autre, c'est la profondeur. Puis, c'est ça que tu as besoin dans ton club. Tu as besoin d'un club qui peut mettre de la pression pendant 90 minutes et, comme on dit, outrun ton opposition. Durer plus longtemps que ton opposition, les épuiser, puis tu mets d'autres joueurs qui sont de qualité similaire ou plus forts et tu vas les avoir à l'usure. Puis c'est exactement ce que le Pacifique a fait. Puis en plus, ils ont d'excellents latéraux pour appuyer la défense, pour créer un embouteillage au milieu de terrain et créer des meilleures opportunités. Puis ils réussissent à maximiser les forces de chaque attaquant. Terran Campbell qui revient, qui se réveille et qui utilise son corps. C'est notre Hulk canadien. Puis ça, je l'avais dit en 2020, Alejandro Diaz. Tu peux carrément dire qu'il a été amené dans ce club-là pour porter l'attaque. C'est juste que Marco Bustos, my God, avant sa blessure, c'était lui le MVP. Puis c'est ça qui fait que Pacifique est aussi fort parce que malgré sa blessure, malgré qu'il ne soit pas là contre les Whitecaps de Vancouver, Diaz et Campbell font le travail. Et tu as le milieu de terrain qui est versatile, dangereux, créatif, avec Holy Bassett, à mon avis, le meilleur tireur de coups francs dans toute la ligue et peut-être même au pays parce qu'on aurait besoin de Manny Aparicio qui prend des coups francs pour l'équipe canadienne. Parce que des fois, tu te dis, j'ai besoin d'un but, puis les coups francs à droite et à gauche, puis ça va, c'est du n'importe quoi. Mais Manny Aparicio, quel tir, quel sniper. Est-ce que tu penses qu'il est meilleur avec Pacifique qu'il était avec York? Absolument. J'ai l'impression qu'on dirait qu'il est libéré, qu'il ne joue pas comme il était à York, puis qu'on a découvert une autre facette de son jeu. C'est parce que, tu sais, Pamaduka, dans sa compétence et dans sa vision, il utilise Manny Aparicio dans une position de force. Parce qu'à York, c'était du n'importe quoi. Un jour, c'était central, l'autre jour, c'était ailier, une autre fois, c'était à milieu offensif. Je l'ai même vu milieu défensif, puis j'ai comme fait « What am I watching? » Mais au moins, si tu arrives à maximiser les joueurs dans la position qui les fait les mieux paraître, this is good. Avant, tout passait par Victor Blasco, puis maintenant, tu as du choix au milieu de terrain. Adjobapor, qui est excellent, ma foi, Sean Young, Josh Hurd, Baldissimo, c'est comme, it's 1-2 punch. Ils n'arrêtent pas. Ils mettent la pression, puis même les Whitecaps de Vancouver, ils s'en sont rendus compte, puis je pense que ça les a pris carrément par surprise. Non, clairement.
Je pense que, tu sais, quand je te disais un peu plus tôt que je regardais Edmonton puis ça m'attirait pas, tu sais, quand j'ai regardé le match Pacifique-Vancouver, je me disais, oh mon Dieu, que j'aimerais ça être là. C'était comme l'ambiance est cool, tu vois que l'équipe, il se passe quelque chose. Le fait justement qu'il y ait cette profondeur-là sur le banc, que tu as des gars qui sont blessés, puis ça paraît, tu sais, ça paraît dans le sens où tu sais très bien que c'est des joueurs qui apporteraient quelque chose. Fait qu'un Bustos ou un Thomas Meyer-Giguère, que là, je crois que ce soir, il est sur le 11 partant, mais il a été blessé un petit bout de temps, puis ça a pris du temps avant qu'on le retrouve. Mais de te dire que tu étais capable de retirer le gars qui était ton pilier défensif en 2020, puis d'être capable d'être premier présentement, c'est à la limite ce que Valor n'ont pas été capables de faire quand Jean-Baptiste s'est quitté, tu sais. Ben, a quitté, s'est blessé. Fait que je pense que ça prouve la profondeur de Pacifique, puis c'est une équipe qui... Honnêtement, si Pacifique gagne le championnat, je vais pas être triste. Moi non plus. Puis en plus, moi, je pense que pour la dernière édition de la CONCACAF League, tu sais, j'aimerais bien voir un autre club que Forge. Tu sais, j'aimerais bien que ce soit un Pacifique ou un Cavalerie qui prouve que non, c'est pas juste une histoire de Forge, que les top 3 ou 4 de cette ligue-là, c'est ce qu'ils valent, c'est leur niveau, puis ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs en Amérique centrale. Je pense pas qu'on est rendu à ce que le Costa Rica puis le Honduras fait, mais on est capable. C'est une bonne ligue, puis je pense que Maduka, il a fait une excellente job dans la façon il a construit son club, Ouais. dans la philosophie qu'il a inculquée, puis tu vois qu'il fait vraiment attention aux détails, puis tu sais, sa passion, tu vois sa passion transporte son équipe, puis la façon qu'il a construit son club, ben, je trouve ça très intelligent, puis tu sais, c'est pas un club c'est pas un club vraiment qui plonge dans les signatures internationales, mais pour celles qu'ils ont faites, ça a vraiment marché. Ils ont vraiment maximisé tout ce qu'ils ont sous leurs mains. Chapeau. Je sais que je les couvre de gloire, mais tu vas partager mes sentiments envers Pacifique. On est tous pas mal en amour avec eux. Ça, c'est pour Pacifique. Aïe, aïe. Eh bien, Audrey, je vais te laisser l'honneur dans ce cas-là de nous donner ta surprise et ta déception du côté du Pacifique, Okay. de l'océan Pacifique. C'est celui qui va être peut-être le plus facile à faire parce que j'ai pas été capable de faire. Ben, j'ai été capable de faire les autres, mais ça a tout le temps été compliqué. Ma déception, c'est la blessure de Bustos. Parce qu'il était sur une bonne lancée, il avait une bonne attitude, tu voyais qu'il était. Il était affamé, il arrivait avec des objectifs. Puis, tu sais, on parlait un peu plus tôt de se dire, tu sais, selon les équipes, ouais, peut-être qu'ils ne vont pas viser le top 4, peut-être qu'ils vont essayer, tu sais, mais au final, ces gars-là, c'est leur travail, hein. Tu sais, il y en a qui utilisent la Ligue parce que c'est peut-être leur dernière chance, il y en a qui utilisent la Ligue comme un tremplin. Fait qu'au final, c'est faux de croire qu'ils ne veulent pas gagner des matchs et qu'ils ne veulent pas bien paraître. Puis je pense que Busta, cette année, arrivait avec cette mentalité de je vais être MVP, je vais être Golden Boot, je vais être, tu sais, name it, il va toutes les prendre. Puis là, il se blesse. J'ai trouvé ça décevant pour lui, évidemment. Puis à l'inverse, le positif, c'est peut-être tout ce que le groupe est capable de faire en son absence. D'avoir été capable de battre Vancouver, d'être capable de gérer un groupe qui a beaucoup de talent, beaucoup de têtes fortes. C'est pas nécessairement facile à gérer quand tu es entraîneur d'un groupe avec autant de talent. Fait que moi, j'aimerais ça que le coach de Pacifique, ce soit mon ami. Fait que c'est ça. Parfait. Et moi, ce que j'ai remarqué surtout avec l'entraîneur de Pacifique, c'est quand il embrassait les joueurs sur le front. Tellement cute. Ouais, très paternel comme approche, là. Mais tu sais, tu prends le temps, à chaque fois qu'un de tes gars sub-out, tu lui donnes un bec sur le front, tu sais, tu lui montres qu'il apprécie, que tout le monde est à la même valeur. C'est des petits gestes que c'est tellement anodin, mais dans cet esprit d'équipe-là, puis dans la création d'un groupe, c'est tellement important. Bref. Demain, on va voir Jim Brennan faire ça. Ben, je sais pas pour toi, Audrey, mais j'ai comme l'impression que, tu sais,
oui, Marco Bustos est tombé à temps, mais tu vois que Pam Maduka, ce serait le genre d'entraîneur qui a un discours inspirant. Tu sais, il veut, tu sais, je pense qu'il a comme réussi à vendre ou convaincre ou tu sais, juste amener les joueurs à dire, ben, tu sais, Marco Bustos, il avait une saison de rêve. Il est en train de facilement démontrer qu'il mérite d'être en MLS parce que c'est quand même un but avoué de lui. Puis, tu sais, oui, il est blessé, puis oui, il va revenir en fin de saison, mais on va s'assurer que le club va être dans une position de gagner quand il va revenir, qu'on va Ouais. porter l'équipe sans lui. Puis, tu sais, même si tu ne vas pas en MLS, ben, on peut t'amener en championnat continental en CONCACAF League. Donc, je pense que les joueurs, je pense qu'ils jouent beaucoup pour lui. Puis tu le vois toujours dans les environs pendant les matchs. Euh, c'est une vraie, c'est une vraie. L'esprit de solidarité est flagrant pour ce club. Ouais, je pense que oui. Alors, ouais, ce sera tout pour notre topo, notre petit bilan de mi-saison CanPL. Là, demain, il y a un match Forge contre Valor en championnat canadien demain, le 15 septembre. Et je veux juste vous demander votre prédiction à chacun. Alors, Audrey, à toi l'honneur. Qui va passer au prochain tour? Je crois que je vais dire que Forge va gagner. Je vais dire que Forge va gagner pour les probabilités parce que jusqu'à maintenant, c'est Valor qui a gagné quand ils se sont rencontrés. Par contre, je pense que plus Forge avance dans le championnat canadien, plus les matchs à l'extérieur du pays, plus la saison. Alex, tu l'as mentionné sur le calendrier. J'ai écouté une entrevue tantôt qui disait qu'ils vont se retrouver à avoir comme... ça va leur donner comme un match aux 3 jours. Là. Un truc comme ça va être épouvantable de gérer ça. Fait que, c'est pour ça que peut-être que la saison ne sera pas la priorité. Je crois qu'ils vont quand même vouloir jouer le championnat canadien pour le gagner. Fait que je pense que Forge va gagner, mais je crois pas que ça va être un match facile. Je pense que ça va nous donner un bon spectacle. Alex? Je pense que Forge va gagner. Comme Audrey dit, je pense ça va être priorité 1 ou 2, interchangeable avec la CONCACAF League. Je pense que le match contre le CF Montréal, ils le veulent. Puis surtout, s'il y a des chances que ça soit à Hamilton, c'est sûr qu'ils vont vouloir se mesurer à un club MLS finalement, parce qu'il y a juste Pacific et Cavalry qui ont eu cette chance-là. Puis je pense aussi, comme Audrey le disait, plus qu'ils vont avancer dans le tournoi, plus qu'ils vont être dangereux. Parce que là, ils sont obligés de montrer leur niveau d'un cran à chaque fois qu'ils jouent contre un club CONCACAF League d'Amérique centrale. Fait que ça les prépare pour des affrontements comme un club comme le CF Montréal. Fait qu'ils vont être beaucoup mieux outillés que les Wanderers pour qui, ma foi, ben, ça va être le fun à regarder, mais je pense pas ils vont s'en sortir. De mon côté, je pense aussi que c'est Forge. J'ai l'impression qu'ils vont pouvoir répondre présent, puis ils vont utiliser leur profondeur pour pouvoir jouer sur tous les tableaux. Parlant de tous les tableaux, ben, il y a également le match de CONCACAF League qui aura lieu le 21 septembre Tim Hortons Field de Forge contre Club Atlético Independiente de la Chorrera, qui est au Panama. Donc, encore un match, encore un déplacement de Forge en Amérique centrale. Personnellement, moi, je ne connais pas cette équipe-là. C'est un club qui existe depuis 82, qui a un petit stade. Mais Forge a déjà joué contre un club panaméen. Donc, toi, Alex, tu penses que c'est quoi tes prédictions pour le match aller? En passant, c'est le club qui a prêté Omar Brown à Forge. Fait que je pense qu'il pourrait même pas jouer contre eux si je me trompe pas. Puis deuxième fait étonnant, c'est eux qui ont servi toute une correction au Toronto FC en les battant 4-1 en Ligue des Champions. Je pense que c'était en 2018. Fait un club à ne pas sous-estimer. Ça va être un bon spectacle. Je pense que je vais quand même donner ça à Forge. Pour le match aller. OK. À domicile. Oui, bien sûr. Et Audrey? Je ne sais pas si je suis prête à nommer un vainqueur. Par contre, je pense que ça va être
dans ces matchs-là qu'on va voir le vrai visage de Forge. Fait que, ils vont te mettre un vrai 11 partants. Puis si tu as à choisir sur quel match qu'ils vont miser le plus, je pense que ça risque d'être celui-là, parce qu'on sait qu'à la fin, il y a quelque chose qui est important. Puis on sait aussi que tout le monde les regarde. Fait que c'est le moment où les gens qui ont une habitude de regarder la CPL se tournent vers Forge. Puis tout le monde espère que le groupe va bien faire parce qu'on sait qu'ils représentent la ligue. Fait que je ne sais pas s'ils vont gagner, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'ils nous donnent une bonne performance. Ben, moi, je pense qu'avec un match à domicile, ils peuvent le gagner. Je pense pas qu'ils vont perdre. À la limite, ce serait un match nul. Mais je pense que le match nul serait pas un bon plan parce qu'il y aura le match là-bas qui va être difficile à négocier. Mais il y a quand même une couple de jours entre les deux matchs, entre le 15 et le 21, puis les deux sont à domicile. Donc, c'est pas, je veux dire, c'est quand même bien pour Forge. Puis le match suivant est aussi à domicile. Le match d'avant était aussi à domicile. Donc, Forge n'a pas eu à se déplacer depuis son match à Ottawa, là, depuis le 8 septembre. Entre le 8 et le match retour contre Independiente, le Forge va jouer quand même 4 matchs à domicile. Donc, ça peut bien se passer. On va leur souhaiter bonne chance, puis on en jasera la semaine prochaine. Donc, Alex, comme toujours, merci pour ta présence au podcast. Toujours un plaisir et merci beaucoup à Audrey de s'être joint à nous. C'est un plaisir qui est partagé, messieurs. Merci Audrey pour avoir accepté l'invitation et pour rappel, peux-tu dire à nos auditeurs comment te suivre sur les médias sociaux? Oui, sur Twitter, qui est Audrey Magny barre en bas. Sur Instagram, qui est Audrey Magny Photographie, parce que à temps perdu, je prends des photos. Et dans un futur proche, je vais pouvoir profiter d'un horaire un peu plus allégé pour retrouver mon podcast qui est Foot et Café. Fait que plusieurs belles histoires à raconter dans les prochaines semaines. Et comment on suit Foot et Café sur les médias sociaux? C'est @Foot et Café sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Parfait. Merci Audrey et merci à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine.